Gérard et Cathy sont avec nous. Merci d'être là. Merci à tous les deux. Gérard, on vient de vous découvrir dans ce reportage. C'était chez vous en Bretagne. Vous avez 48 ans et vous avez appris à lire et à écrire il y a une dizaine d'années. Vous êtes aujourd'hui accompagné de Cathy, donc votre épouse, avec laquelle vous avez eu 4 enfants. Bravo. À quoi ressemblait votre vie, Gérard, pendant 35 ans, avant de savoir lire et écrire? Au début, c'était dur au début, c'était pas facile, donc il a fallu que je m'adapte à ce nouveau monde-là. Et Cathy était toujours auprès de moi pour m'aider dans la vie quotidienne, quoi. Quelle image avez-vous de toutes ces années d'illettrisme? Vous savez, durant mon adolescence, j'étais dans une bulle. Je vivais dans une bulle, donc j'étais dans un monde à part. Donc, à un moment donné, j'avais envie de vivre, de faire ma vie. Et Cathy m'a beaucoup aidé là-dessus. En préparant l'émission, vous nous avez dit que vous avez vécu toutes ces années comme une sorte de tunnel noir, ça, en fait. Ouais, parce que j'avais peur de la honte, j'avais peur de la moquerie, j'avais peur des gens. Ouais. J'avais peur que les gens se moquent de moi tout le temps, en permanence. Donc, je ne dévoilais jamais ça à personne. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, Cathy était là pour m'aider dans cet apprentissage. Alors, on va remonter à vos jeunes années pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Votre enfance, quels souvenirs en gardez-vous? J'ai eu dès mon plus jeune âge un bonnet d'âne sur la tête et ensuite dirigé vers une école médico-sociale où j'avais pas ma place. Et pourquoi un bonnet d'âne sur la tête? Quelle était votre attitude? Je n'arrivais pas à suivre, si vous voulez, les cours. Voilà, je ne comprenais pas assez vite, sûrement. J'étais peut-être trop lent aussi. Et puis voilà, donc on m'a mis vite une étiquette dans le dos. Il n'arrive pas à suivre. Donc automatiquement, tu es catalogué comme idiot. Ouais. Voilà. Donc vous avez été placé dans une école spécialisée? Spécialisée, ouais, voilà. Où j'ai passé 10 ans de ma vie. Entouré de qui? De gens un peu de tout. Il y avait des trisomiques, des fous, de tout ça. Et je vivais avec eux, mais je vivais bien avec eux. J'étais bien dans ce monde-là, quoi. On a découvert beaucoup de choses. Hein. Si je dis que j'ai pris les empreintes de sangliers, si j'ai empaillé des animaux, ça paraît bizarre à l'heure d'aujourd'hui, mais je l'ai vraiment fait, ça. C'est-à-dire vous avez eu un autre apprentissage que le parcours scolaire classique. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, vous diriez que vous avez atteint quel niveau? Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau presque 5e. Donc, on va voir dans cette émission que vous avez de quoi être fier de votre parcours et je crois que vos proches partagent cette fierté, notamment Cathy, qui est à vos côtés, votre femme que vous avez rencontrée il y a 17 ans. À quel moment, Cathy, il vous a parlé de son illettrisme? Je l'ai toujours su et moi je l'ai pris comme il était. Samuel Mergui est avec nous, c'est l'un de nos psychologues. Bonjour Samuel. Gérard parlait de toutes ces années comme d'un tunnel noir. Ça doit être extrêmement douloureux psychologiquement de vivre cet illettrisme et de se sentir si isolé des autres. Oui, effectivement, dans cette situation-là, on peut supposer que vous avez ressenti énormément de honte, d'ailleurs vous l'avez dit, mais aussi une sensation d'isolement, l'impression d'être moins intelligent que les autres, donc d'avoir moins de valeur, et puis toute cette incompréhension, au final, elle peut générer aussi beaucoup de colère, parce qu'on se sent pas à la hauteur, pas à sa place, et pas reconnu par les autres. Pas compris et pas écouté non plus. Oui. Voilà. Et du coup, on peut aussi supposer que ce moment où vous avez pu changer de cadre scolaire, même si c'était avec des personnes qui avaient des handicaps peut-être plus importants que vous, ça a été une bouffée d'oxygène parce que vous n'êtes plus celui qu'on pointe du doigt comme étant le nul, mais finalement vous êtes presque normaux par rapport à eux parce que moins inadaptés dans votre handicap. On peut même supposer que vous avez pu créer des liens avec certains de ces enfants et qui, comme eux, étaient plus inadaptés que vous, ça vous a mis en position d'être une personne ressource et donc de les aider. Et ça peut être très valorisant, par exemple. Tout à fait. C'est comme ça que vous l'avez vécu? Oui, c'est comme ça. Ouais. Oui, D'accord. Vous étiez un peu le chef de bande dans cette école? Disons que j'aimais bien... j'étais proche des filles, voilà. Vous aimiez? J'étais proche des filles. Des filles? Oui. Je comprends. Parce que si vous voulez, pourquoi? Parce que
J'ai une époque où beaucoup les garçons se moquaient plus facilement de moi que les filles. Donc automatiquement, quand j'avais quelqu'un à défendre, c'était souvent les filles. Et ce sont les filles aussi qui m'aidaient beaucoup. D'ailleurs, c'est aussi une fille qui, à l'âge de 14 ans, va m'apprendre à faire ma première division, mais dans une autre école, une fois que j'ai quitté l'IME. Et je vais faire confiance aussi aux femmes, parce que je sais qu'elles ont la simplicité d'aider les gens, et donc je vais me tourner plus facilement vers eux. Il y a moins de rapport de force, peut-être? C'est ce que vous avez ressenti Pas du tout, non. quand vous avez rencontré Cathy? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Moi, j'ai rencontré Cathy, c'était tout simple, c'était sur la simplicité, tout simplement. Hein. On avait une amie en commun et puis On avait une amie en commun, et puis on a fait notre connaissance comme ça. Et, on est devenus amis et voilà. au départ, on est devenus On a amis. marché ensemble et voilà. Vous avez marché? Ensemble. Vous marchiez? On marchait. C'est-à-dire qu'entre... Voilà. Vous promeniez? Voilà. On a fait le Trobrez ensemble. Le Trobrez, c'est le Tour de la Bretagne. Ah, Ouais. donc c'est une longue marche alors Si ça. vous voulez, sur une dizaine d'années, entre 90 et 2000, j'étais marcheur. Donc je participais à énormément de marches. J'ai marché pour le Téléthon, le SIDA, toutes les causes, en espérant un jour marcher pour la mienne. Et j'ai invité Cathy pour venir marcher avec moi, et elle a bien voulu. Et puis en fin de compte, on a conclu ce jour-là. C'était pas bête. Pas bête. Hein. Alors, comment ça se passe, cette relation, Cathy? Comment vous décririez votre rôle à ses côtés depuis 17 ans? Moi, j'ai comme l'impression d'être plutôt une locomotive. On se partage, on a des idées ensemble et j'essaye d'exaucer ce qu'il veut faire. Et moi, j'ai une route à suivre et puis on va dans le même sens tous les deux. Voilà. Donc j'essaye de faire tout. Pour lui faire plaisir? Pour le faire plaisir, pour me faire plaisir aussi. Et on a eu notre famille, on a acheté notre maison et on a travaillé dur et on continue, on se bat avec toutes nos difficultés. Alors, toutes vos difficultés, puisque vous dites avoir été la locomotive pendant des années, mais aujourd'hui, les rôles s'inversent un petit peu. Pour quelle raison? Là, j'ai une maladie génétique qui dégénère. Je suis en train de perdre la vue. J'ai plus que 10% de champ de vision. J'ai une toute petite vue avec ça. Et c'est très dur pour se déplacer. Et ça me crée beaucoup de soucis. Je ne peux plus conduire. Ouais. J'ai beaucoup de problèmes, par exemple, pour faire le ménage, faire la cuisine, faire les courses. Tout ça, c'est très, très dur. Il y a des choses que je pouvais faire l'année dernière que je ne peux plus faire maintenant. Par exemple? L'année dernière, j'ai aidé mon mari à faire ses cours d'une formation. J'avais écrit sur des feuilles en marqueur rouge. Je n'arrive plus à le lire, ces feuilles-là. Qu'est-ce qui vous pèse le plus au quotidien? Tous les papiers administratifs, je peux plus. C'est très 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 dur de faire. Les imprimés sont mal. Ça m'arrange pas quoi. C'est très dur de remplir dans les cases. Des fois il y a des lignes marron ou jaune ou rouge, peu importe. Et je ne vois plus où est-ce qu'il faut bien écrire, où il faut signer, voilà. Alors, il se trouve que dans la mesure où vous avez appris à lire, c'est vous, Gérard, qui prenez le relais aujourd'hui. Et ce que vous n'auriez pas imaginé il y a quelques années, ça se produit. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui la seconder dans toutes ces paperasses administratives. Vous pouvez lui faire la lecture. Si vous voulez, elle m'a aidé pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, je suis fier de pouvoir l'aider. Voilà, aujourd'hui, c'est moi. C'est moi qui a pris le relais de toutes ces années où elle m'a aidé. Et maintenant, le fait de l'aider, je suis heureux. Vous êtes devenue la locomotive. De pouvoir, lire les papiers administratifs, tout ça, de faire son courrier, même aller faire les courses. Avant, c'était des choses que je faisais jamais. Alors, pour mieux comprendre votre parcours à tous les deux, eh bien, nous allons nous replonger dans vos années de jeunesse grâce à ce petit roman photo monté par la rédaction. C'est dans le Finistère, à Morlaix, que Gérard a grandi dans une famille d'accueil. À 60 km de là, Cathy, elle, passe son enfance à Brest. À l'adolescence, la jeune fille découvre la littérature et se met à aimer les mots,
tandis que Gérard, lui, se découvre une passion pour Renaud, qui deviendra son idole. Tous deux passionnés de randonnée, ils tombent dans les bras l'un de l'autre au cours de l'emblématique pèlerinage du Trobriez. Ils se marient le 8 juillet 2000 et auront 4 enfants. Belle histoire que la vôtre. Alors, vous êtes fan du chanteur Renaud depuis toujours? Depuis l'âge de 8 ans, ouais. Vous avez même adopté son look à un moment donné? Ah ouais, je faisais tout comme lui, ouais. J'étais, ouais. Ces chansons ont joué quel rôle pour vous? Ils ont joué un rôle important dans ma vie parce que j'avais pas les mots, justement. J'avais besoin de vocabulaire. Et à travers Renaud, dans toutes les chansons que Renaud écrivait, je les comprenais pas tous, mais ces mots me parlaient. Vous avez une chanson préférée? Je les aime tous. Même pas une préférée? Une petite préférée? Comment dire, si j'en ai plein. Ma première, c'était « Écoutez-moi, vous les ringards, écologie du samedi soir ». C'est ça. Vous jouez aussi de la guitare? Non, j'aime... Vous savez, le Trobriez, c'était un peu une source pour parler aux gens. Ouais. Et quand j'allais parler aux gens, j'avais mon bâton de pèlerin, et mon bâton de pèlerin est devenu une guitare. Et c'est devenu « Écoutez-moi, vous les ringards, écologie du samedi soir ». Je faisais ça avec mon bâton, en fait. Quand c'est de l'air guitare, voilà, ce qu'on appelle. tout à fait, hein, voilà. voilà. Quelles sont les valeurs que vous aimez chez Renaud, les valeurs qu'il défend dans ses chansons? Je vais vous donner un truc comme ça. Je suis un militant du Parti des baleines, des oiseaux, des enfants de la terre et de l'eau. Ouais. Déjà, rien que ça, quand il défend ces causes-là, moi, je suis à fond dedans. Mais aussi, il y a dedans un mot, comme militant, qu'à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Donc, automatiquement, au début, je ne comprenais pas trop la chanson des déserteurs, par exemple. Voilà. Mais au fil du temps, voilà... Voilà, donc ce sont ces valeurs-là, tout ce qu'il défend, en fin de compte. Donc, en ayant compris le sens des mots, Voilà. vous n'avez pas été déçu par les textes de Renaud, au contraire, ça n'a fait que... Ça fait qu'embellir, ouais. 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 Il paraît que le jour de votre mariage, vous étiez déguisés en Renaud tous les deux? Alors là, c'est une autre histoire encore, parce que... C'est-à-dire qu'elle arrivait de Paris, et elle arrivait en blond, elle descendait puisqu'elle travaillait à Paris, et moi, je suivais Renaud avec tous les concerts en Bretagne, et Renaud, à cette époque-là, c'était comment dire, je ne me rappelle plus, tiens, visage pâle, pardon. Voilà, et donc, moi aussi, je m'étais teint les cheveux en blond pour aller au concert avec Un vrai fan, alors. Voilà, un vrai fan. Donc, Alors- et quand on s'est rejoint à la gare, ce jour-là, on était tous les deux en blond. Et je me suis On dit, s'était pas concerté. voilà, et je lui ai dit qu'on se mariera en blond. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors, notre équipe a voulu vous faire plaisir. Elle est entrée en contact avec lui, avec Renaud. Ah. Et lorsqu'il a su que vous prépariez cette émission, eh bien, il vous a laissé une petite dédicace sur sa page Facebook. Ah oui. Elle va s'afficher sur l'écran derrière moi. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il sait maintenant qui vous êtes et où vous en êtes? Qu'est-ce que ça me fait? Ben, écoutez, j'ai été, comment dire, super ému de savoir que mon idole a déjà lu mon livre et qu'il a aimé et que ça m'a beaucoup touché, quoi. Quand mon éditeur au téléphone m'a dit ça, j'en ai pleuré parce que j'y croyais pas. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, Renaud, Voilà. donc il a dû être très Aussi, touché par votre histoire aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ouais. Il est dans mon cœur, quoi. Alors, vous aviez quitté le centre spécialisé dont vous nous avez parlé tout à l'heure à l'âge de 14 ans. Vous vous trouviez dans quelle situation à ce moment-là? Donc j'ai quitté l'IME et je suis parti en boulangerie, Ouais. faire mon métier de boulanger. Et Donc là, vous ne saviez ni lire, ni écrire. tout à fait, ouais. Vous étiez seul. Oui. Comment vous parveniez à vous en sortir dans la vie? Ben, au départ, comment dire, je suis en vacances du côté de Lorient. Et ma mère, j'appelle ma mère le soir et elle me dit, tiens, j'ai un travail pour toi. Ouais. Donc je vais entamer la saison de boulanger, comme ça, par hasard. Et c'était pas trop compliqué? Parce que j'imagine qu'il y a toujours Au des départ, choses à lire. Les doses... Non, on ne me pose pas vraiment de questions. J'entame le métier de boulanger et puis voilà. Et je me débrouille parce que en pratique, je suis bon, quoi. J'arrive à faire du bon pain, voilà. Donc
Alors, vous en êtes bien sorti, vous avez réussi votre première année. Ben, j'ai fait mes 3 premières années comme ça. J'ai obtenu mon CAP de boulanger grâce à... Il faut quand même que j'explique comment. C'est-à-dire qu'en boulangerie, j'avais une note, j'ai eu 19 sur 20 en pratique et en théorie aussi. Il n'y a qu'à l'écrit, comme je ne savais pas lire ni écrire, je n'ai pas dépassé les 0,5 en français et 1 en maths. Quelque chose comme ça. Et ça a fait la balance. Vous l'avez eu finalement. Et je l'ai eu parce que... Ric-rac, quoi. Voilà. Ouais, ça a fait la balance. Voilà. Vu que j'avais eu un 19 sur 20 en pratique, voilà. Voilà. À 18 ans, vous avez voulu passer votre permis de conduire. Donc là, vous y êtes pris comment? Parce que là aussi, il faut savoir un peu lire et écrire pour... Alors là, je vais avoir la chance d'avoir un moniteur qui va me faire des croquis. Il fait que ça, il fait que des dessins et tout ça. Et moi, j'ai une mémoire visuelle. Ça veut dire que je vais être capable de photographier tout ce que je vois. Ouais. Et donc, le jour de mon permis, je saurai tout. Mais tout de mémoire. Ça veut dire que vous lui avez avoué à votre Ah non, je moniteur? lui ai rien dit. Non, j'ai jamais rien dit. Vous lui avez rien dit? Non, personne n'était au courant de ça. Mais comment vous l'avez trouvé, ce moniteur qui fait que des croquis? Bah, c'était comme ça. Il était passionné par les dessins, donc automatiquement, moi, j'aimais les dessins. Donc, Il fallait le trouver quand même, ce moniteur-là. Oui, j'ai eu de la chance. Ouais. Donc, vous avez votre permis et puis vous avez envie de faire votre service militaire aussi. Enfin, à l'époque, c'était peut-être imposé. Ben, le service militaire, c'est pas compliqué hein, quand on se présente aux 2 jours et on tombe sur les 40 questions. Et à l'époque, j'ai dû répondre qu'aux 5 premières. Ouais. Donc, considéré comme attardé, je suis allé dans les compagnies de combat. Ouais. Donc, ça n'a pas été facile pour moi parce que tout de suite, j'ai été catalogué pour nettoyer les chiottes, comme on dit. Ouais. Et donc, voilà, donc c'était ça que je faisais. Jusqu'au jour où on était tous alignés comme ça. Et puis, le premier tire sur un VAB avec une roquette. Il loupe, le deuxième loupe, le troisième aussi, et le 10e, c'était moi. Je l'ai eu en pleine tourelle. Et comment vous saviez tirer? Ben, je savais tirer. Je ne sais pas comment vous expliquer que je savais tirer, mais je savais tirer. Et donc, le deuxième coup, il me donne... Vous étiez entraîné dans la forêt quand vous appreniez? Quand j'étais jeune, je tirais avec des carabines et je savais tirer, quoi. Ouais. Et pour le deuxième coup, il me demande de refaire parce qu'il pensait que c'était un coup de bol. Et là, j'ai démoli le chat. Oula. Ouais. Donc, du coup, je suis devenu ce qu'ils appellent le tireur d'élite de la compagnie. Ah bon, le meilleur de tous. C'était le meilleur tireur qui m'a sauvé de mon handicap à ce moment-là, parce que vraiment, j'étais... voilà. Mais vous leur avez avoué votre handicap à ce moment-là? Non, ils n'ont jamais su. Enfin, Incroyable. Non, certains peut-être savaient, parce que s'ils avaient mes dossiers, ils auraient pu voir... Mais il ne vous arrivait jamais de vous confier à des copains, à des amis, à des proches? Mes premières lettres d'amour, c'était mes collègues qui les écrivaient pour moi, ce qu'on voit là d'ailleurs. Hein. Et donc moi j'avais juste qu'à recopier. Moi je recopiais les textes et souvent c'était... Ça c'était au service militaire? Voilà. Ouais. Et souvent c'était des poèmes de Renaud ou des chansons de Renaud. Ah ouais? Ouais. Par exemple, un petit truc comme ça... Dans tes yeux, il y a tellement de soleil que quand tu me regardes, je bronze. Dans ton sourire, il y a la mer. Quand tu me parles, je plonge. Voilà, je piquais ça dans les paroles à Renaud. Et ça faisait une belle lettre, en fait, une belle lettre d'amour. C'est comme ça que je faisais pour écrire. Voilà. Et puis je faisais corriger par mes collègues qui étaient là pour m'aider à écrire. Et comment vous arriviez à écrire si vous n'aviez jamais appris? J'avais un... Juste... Non, faut pas dire ça. À l'IME, quand je reprends l'IME, on avait ce qu'on appelle, vous avez peut-être connu, ça s'appelle Daniel et Valérie. Ça veut dire que j'étais pas un analphabète. Daniel et Valérie? Ouais, Daniel et Valérie, vous tapez ça sur Internet, c'est un petit bouquin qui s'appelle Daniel et Valérie. Et parce que j'ai appris l'alphabet, je savais écrire des mots comme farine, je savais écrire un lapin, des trucs comme ça, mais je n'étais pas capable d'écrire sucre. Par exemple, houille, ail, tout ça, je ne connaissais pas. Par exemple, le jour où j'ai écrit, je sais pas, quand j'étais boulanger par exemple, on m'a demandé une fois d'écrire une recette. Là, vous saviez farine. Farine, je savais écrire. Mais une recette, j'ai pas écrit recette, j'ai écrit requête. Ah. Ouais. Ce qui a fait d'ailleurs rire tout le monde derrière moi aussi quand j'ai écrit requête. Parce qu'à l'époque, le son être, pour moi, c'était que AI. Ouais. Donc automatiquement, tout s'écrivait AI. Je savais écrire quelques mots, mais pas tous les mots. Ouais.
Les mots les plus compliqués, comme, je sais pas moi, une betterave, on dit betterave, mais j'étais pas capable d'écrire ce mot-là. C'est très compliqué, betterave. Ouais, pour moi, c'était compliqué à ce point-là. Les R, ça n'existait pas. Comment vous le viviez, tout ça, psychologiquement? C'était... Je le vivais très mal, Très mal. Parce que dès que j'écrivais quelque chose, je me mettais à trembler, j'étais incapable d'écrire un mot. Et ouais, on le vit très mal. On ne mesure pas le parcours que ça représente, quoi, d'être confronté à ce genre de difficultés. On ne voit pas ce que c'est tant qu'on Et à l'a quel pas point connu, ça tant qu'on l'a pas isole. vécu. Voilà. Ouais. Voilà. Il faut quand même imaginer qu'on a recours à l'écriture, à la lecture, tout le temps. Voilà, Tout le temps, bien sûr, plusieurs fois par jour, surtout depuis une quinzaine d'années avec l'explosion des réseaux sociaux, SMS, mail. Donc on passe notre temps à communiquer par écrit. Ce qui veut dire que certainement dans des tas de situations, même si depuis vous avez appris à lire et que vous n'avez pas non plus connu l'illettrisme au moment de vraiment où il y a eu le plus ces problématiques avec Internet, mais ça veut dire que toute situation où vous dites bah tiens je t'envoie un SMS, je t'envoie un mail, bah ça renvoie à l'échec, à le fait de devoir soit se justifier, dire bah, j'ai un handicap, soit de devoir le contourner, le dissimuler et donc à chaque fois renvoyer à cette image. C'était ça en permanence, quoi. Ouais. Et alors, quand vous conduisiez, il y a dû y avoir des situations un peu cocasses, parce que sans savoir lire les panneaux, par exemple, Si quand je vous dis que j'étais obligé de descendre de mon véhicule pour lire les pancartes, ça fait, vous ne voyez pas les gens faire ça. Donc moi, ouais, je l'ai fait. Ou alors, je me suis trouvé dans des situations, par exemple, quand je travaillais chez Ménez. C'est la boulangerie? Non, c'était à l'époque où j'étais couverture, quand j'étais dans la couverture. Couverture de toit? Ouais, sur les toits, ouais, voilà. Donc à cette époque-là, j'étais à Quimper avec mon patron et il tombe du toit. Et donc, il ne pouvait plus conduire. Et mon collègue avait un retrait de permis. Donc moi, j'étais obligé de prendre le volant, automatiquement. Donc, bon, Vous aviez le permis à l'époque? j'avais le permis à l'époque, ouais, tout à fait. Et puis, du coup, donc je prends le volant, je pars en direction de l'atelier, je prends le camion, direction Rennes. Le patron qui me dit, Gérard, tu vas où là? Je dis, je vais à l'atelier. Ah, bah, l'atelier, Gérard, c'est derrière. Ah ouais, mais j'ai pas le sens de l'orientation, que je lui dis, du tac au tac, comme ça. Et Il puis, ne savait pas, lui non plus? Non, il savait pas, non. Non. Et alors, finalement? Finalement, c'est par rapport à mon algodystrophie, j'ai fait 10 ans de couverture, si vous voulez. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus me poser mes genoux. Donc j'ai dû avouer à mon patron que je ne savais ni lire ni écrire. Ouais. Et là, il m'a dit, tu as travaillé 10 ans pour moi, je vais te payer ta formation pour aller apprendre à lire et écrire. Et j'avais 35 ans. Waouh, ça c'est beau. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y a des gens, ça fait plaisir de constater qu'il y a des gens bien. Et Ah bah qui vous aiment. ça a été incroyable. Hein. Je ne vous ai pas parlé du psychologue parce que avant ça, avant de rentrer chez Ménez en tant que couvreur, il a fallu que je quitte la boulangerie, que je retrouve un autre métier. Pour ça, je vais passer devant un psychologue. Donc je vais me présenter, Gérard, tout ça, il va me donner une feuille à remplir. Donc j'ai mon nom et mon adresse à mettre. Je lui rends la feuille vierge parce que je ne sais pas écrire ni lire. Il me dit OK, il la pose sur le tas, il dit, vous pouvez y aller. OK. Je fais ça une fois, je fais ça 2 fois, et au bout de la 3e fois, il me dit dites-moi, ça fait 3 fois que je vous vois là, vous vous foutez de moi? Je dis non, je me fous pas de vous. Je dis, ça fait 3 fois que je vous vois, vous me rendez votre feuille vierge. Et je lui dis là, je craque à ce moment-là, je lui dis mais je ne sais pas lire ni écrire. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Il me dit. Et là, j'ai tout déballé. Et il m'a dit, je vais vous faire confiance, monsieur, je vais vous emmener faire votre formation de couvreur. Et puis, voilà. Alors, vos patrons, ceux dont vous parlez, là, ils s'appellent Jean-Marcel et Gérard Ménez. Voilà. Ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais l'un d'entre eux a tenu à vous laisser un message. Gérard, je voulais juste te dire que nous avons été bien sûr tout à fait déçus le jour où on a appris que malheureusement tu devais nous quitter et du fait de tes problèmes physiques. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, tu peux être certain que autant Jean-Marcel que moi, nous sommes extrêmement fiers de ton parcours actuel et on te souhaite une très très longue et très bonne continuation. Il vous aime, quoi. Comment? Il vous aime. Ouais, ben, ce qu'il faut savoir chez les Ménez, c'est qu'ils vont m'embaucher en 90 et ils vont me dire comme ça, Gérard, t'as envie de travailler? Sois là demain à 8h. Ils m'ont pas posé de questions si je savais lire et écrire. Ils m'ont pris comme ça. Ils avaient besoin,
il y avait besoin de quelqu'un pour... Enfin, comment dire? Non, je me trompe. J'ai plus les mots. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous cherchez comme mot? Pour vous faire de confiance? Il me dit, Gérard, t'as envie de travailler? Ouais. Sois là demain à 8h, Ouais. on t'embauche. Ouais. Voilà. Sans me poser de questions, et voilà. Ils vous ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Mais ils vous connaissaient avant peut-être Non, pour pas vous du faire tout, confiance. Non, pas du tout. Non. Ils ont trouvé que vous aviez une bonne tête. Bah, j'ai écouté, ils me disent j'avais envie de bosser, donc voilà, je suis allé. Donc voilà, j'avais envie de prouver que j'avais envie de travailler. Voilà. Et qu'ils pouvaient me faire confiance. Voilà. En tout cas, ils sont fiers de votre parcours eux aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à eux? Ben, moi, je leur dis merci parce que toutes ces années-là, ils m'ont fait confiance, ils m'ont encouragé, j'ai appris beaucoup de choses avec eux, mis à part ce secret caché qu'ils ne savaient pas, bien sûr. Donc, et après, ils m'ont, quand tout ça s'est terminé, ben, ils m'ont payé cette formation-là. Alors justement, vous avez pu accéder à cette première formation pour adultes grâce à eux. Comment vous l'avez vécu, cette formation? Non, c'est à vous que je parle, Gérard. Ah, pardon, excusez-moi. C'est vrai que j'ai regardé votre épouse, mais c'est bon. Alors, comment je l'ai vécu? C'est marrant, vous vous retournez souvent vers elle. On sent que ça a été votre béquille pendant des années. Ben, quand je perds un peu espoir, je me retourne vers elle, ouais, c'est sûr. Non, pas espoir. Pas espoir, quand mais vous perdez le fil. Moi, je perds le fil, voilà. Voilà. Donc, il me paye ma formation à Chloé pendant 1 an où je vais apprendre à lire et à écrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne connais pas les verbes, les noms propres, les noms communs, les adverbes. Tout ça, je découvre en 1 an avec Erwan Fenton, ce sera mon prof là-bas, qui va m'expliquer tout ça avec beaucoup de simplicité, beaucoup de passion. Il paraît que vous faisiez la dictée à toute la famille. Là, c'était, comment dire... Non, c'est Cathy Non, qui c'est moi qui faisais, ouais. Alors moi, je faisais la dictée et à Sean, quand il était en CP, toi, tu faisais avec lui. Et après, je les corrigeais. Ou alors, je faisais, moi, des dictées remplies de fautes et c'était à eux de me corriger. Il paraît que vous trichiez, Gérard. C'est pas vraiment tricher, c'était plus de la rigolade pour savoir qui faisait C'était le un plus genre de de fautes. défi, si vous voulez, Voilà. parce que Sean, il avait un niveau beaucoup plus au-dessus de moi à l'âge de 11 ans. Et moi, qui démarrais à 35 ans, j'avais un niveau à peu près CM1. Et donc, alors lui, il corrigeait mes fautes et moi, je corrigeais celles de Brian. Donc, on était un trio à 3 à travailler ensemble. Comment ils le vivaient, vos enfants, le fait qu'ils aient un niveau supérieur au vôtre? Ben, ils le vivaient bien parce qu'on était tous... ils ont grandi dedans. Ils ont grandi dedans, voilà. Ils n'ont pas eu honte par rapport à leurs copains? Non, je pense pas, non. Non. On n'a jamais rien caché, quoi que ce soit. Donc, On a toujours dit la vérité. On a appris ensemble. Voilà. Et on a appris à se battre aux enfants. Il y a un moment très émouvant dans le reportage, quand on vous voit lire des histoires à vos enfants. Ça a dû être une victoire incroyable, ça, pour vous. Ben, ça a été un moment très long à attendre, ce moment-là. Ça fait 14 ans que j'apprends à lire et à écrire quand même. C'est pas anodin. Hein, donc, vous apprenez toujours aujourd'hui? C'est un éternel apprentissage, si vous voulez. D'accord. Donc, mais vous savez lire en comprenant le texte, en comprenant ce que vous lisez depuis combien de temps? Depuis quasiment Chloé. Quand j'ai quitté Chloé, j'ai commencé à attaquer les J'aime lire. Mais à cette époque-là, je butais sur les mots, des mots comme assidu, des mots comme azur. C'était encore trop compliqué pour moi. Alors je vais me lancer un défi incroyable. Hein. Je vais me dire qu'il n'y a qu'une solution à faire, c'est de lire le dictionnaire entièrement, de A à Z. Ça va être mon premier défi. Donc j'ai commencé par un dictionnaire de débutants. Après, ensuite, un deuxième avec 20 000 mots dedans. C'est génial, le dictionnaire. Oh là C'est là. formidable, on s'en lasse jamais. J'ai lu le bouquin La tête en friche. Dedans, ils disent que le fait de lire le dictionnaire, ça te fait voyager. Bah oui. Donc, voilà, j'ai voyagé à travers le dictionnaire. Voilà. Par exemple, je vous donne... Il y a plein de grands écrivains qui disent que leur livre préféré, c'est un dictionnaire, justement, Voilà. pour assouvir leur curiosité, pour Oui. voyager. Oui, par exemple, je prends Hexagone de Renaud. Vous connaissez peut-être la chanson. Vous allez me la jouer. Allez-y. Vous me la jouez, Gérard. Ah, mais ça va pas venir comme ça, Bah c'est pas si. évident. Régner sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ce soit pendant. Voilà, donc c'est ça à peu près. Donc,
À cette époque-là, le dictionnaire, dans le mot hexagone, je vais pouvoir maintenant chercher ce que ça veut dire dans le dictionnaire et je vais savoir que l'hexagone, c'est les 6 côtés de la France. Ouais. Voilà. Hein, donc, je découvre des mots là. Ouais. Et je découvre aussi les textes de Renaud parce que je découvre ce que ça veut dire. Et on voit que le handicap, c'est pas forcément une fatalité, puisque là, on voit qu'il y a plein de moments de votre vie, vous avez stimulé votre débrouillardise pour vous adapter, et que finalement, ça vous a permis aussi de développer d'autres compétences. Par contre, ce qui a dû être peut-être douloureux pour vous, c'est on voit que vous voulez pas seulement être moyen, mais que vous voulez être reconnu, être performant, être le meilleur tireur d'élite, être un très bon boulanger, apprendre le dictionnaire. Donc, il y a quand même cette idée où vous voulez absolument être très bon. Et donc, C'est ça a dû être... important de prouver pour moi que je savais faire les choses. Parce que je savais qu'à côté, j'avais un handicap. Je savais que quelque part d'autre, j'aurais été rejeté. Alors voilà, c'est ça. À mon avis, ce qui a dû être vraiment très compliqué, c'est qu'il y a des moments où vous avez dû être placé en position de réussite. Et en fait, il suffit d'une discussion, d'une interaction humaine pour que tout s'effondre. Parce que, comme votre handicap n'est pas visible, ça peut créer de la surprise, du rejet. Et puis, bah voilà. Tout s'effondre. Tous les moments où vous avez pu avoir l'impression de vous en sortir sont menacés par une simple discussion, une lettre écrite. Enfin, ça a dû être vraiment très, très, très difficile. C'est vrai, c'est un travail de longue haleine. Alors, racontez-nous cette histoire de bureau dans les toilettes. Ça, ouais, je savais bien que ça allait faire rire. Hein. Non, mais souvent, c'est un endroit où on a le temps de lire. Oui, tout à fait. Mais vous voyez, à Chloé, quand j'étais là-bas, il fallait Erwan m'avait dit comme ça, Gérard, il n'y a qu'une solution pour apprendre les mots invariables. On sait que hier, parce que jamais, bientôt, ça s'écrit toujours aussitôt, ça s'écrit toujours pareil. Hein. Donc un jour, j'étais là dans mes cahiers à chercher comment j'écris aussitôt en sachant qu'il y a un accent circonflexe sur le haut. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais ce jour-là, je suis allé dans mes toilettes et je dis merde, zut, pardon. Il me faut une idée. Une idée pour que j'ai pas besoin de chercher dans mon cahier. Donc j'ai pris un marqueur et je l'ai écrit sur le placo de mes toilettes à cette époque-là, parce que c'était dur en placo, et j'ai écrit aussitôt. Et j'ai flashé l'accent circonflexe sur le haut. Par exemple, je peux dire que bûche, ça prend un accent circonflexe, tôle, un accent circonflexe. Tous ces mots avec un accent circonflexe, je les ai en mémoire. Je sais pas comment je fais. Toll. Tôle, ouais, avec un accent circonflexe sur le haut. J'aurais pas mis, moi. Hâte, le verbe hâter, Ouais. avec un accent circonflexe sur le A. Faut dire Tout que ça, c'est la un truc de mémoire. langue française est terrible pour l'orthographe. Hein. Il y a plein d'exceptions, c'est terrible. Ouais. Ça a été très dur, tous les mots, tous ces mots-là à apprendre. Je ne sais pas si vous imaginez le travail que ça... Ah si. Oui, mais en même temps, on voit que pour Gérard, alors ça, je trouve ça assez incroyable dans votre histoire et peu de gens doivent avoir expérimenté ça, c'est que les stimuli, les signaux qui auparavant étaient pour vous persécutants, renvoyaient à l'échec, et ça devait être vraiment très difficile puisqu'il y a de l'écriture partout, deviennent pour vous un jeu. En fait, source de plaisir, parce qu'effectivement, la langue française est très riche, il y a plein d'exceptions, et là, vous en êtes au stade où vous découvrez qu'on peut faire des jeux de mots, on peut être créatif. Il n'y a pas seulement le savoir, il y a le plaisir de la créativité, et vous semblez prendre du plaisir dans le langage. Alors, moi, dingue, j'avais déjà vu des salles de bain avec 2 lavabos, mais j'avais jamais vu de toilettes avec 2 WC. Alors, je continue sur mes WC. Bon, donc, je suis là à écrire un mot. Donc, du plafond jusqu'au sol, il y aura tous les mots invariables. D'un côté, il y aura tous les verbes du premier groupe. Ensuite, du deuxième groupe, il y aura tous les noms communs. Il y aura aussi tous les mots comme impartial, irrationnel, des mots, les nouveaux mots, assidus, concrets. Tous ces mots-là, grégaires, tous ces mots que je ne connais pas, vont être marqués tous les jours, dans mes toilettes, sur un calendrier ou un bloc-notes ou n'importe quoi. Et alors? Et ben j'avance comme ça. Non, mais ça explique oui, mais pas c'est pourquoi pas il y ça. a 2 toilettes. Le truc, c'est qu'il prend beaucoup de temps sur les toilettes, donc il a eu besoin d'un deuxième. Pour Voilà. Ah, elle me sauve la vie, elle me sauve la vie. pour la famille. Voilà, oh, pardon. C'est pas grave. Ouais, c'est parce que... Ouais. Et ça veut dire que vous utilisez les deux. Voilà. C'est pas en fonction des mots qui sont écrits. Ah non, un Et jour... il passe tellement de temps sur les toilettes. Et alors, comment vous ferez le jour où il n'y aura plus de place sur les murs? Bah, je trouverai une autre solution. Alors, depuis cette première formation, votre soif d'apprendre a continué de s'accroître. C'est merveilleux de sentir chez vous ce goût d'apprendre, cette curiosité. Vous avez suivi une formation de remise à niveau en 2011. C'était avec Gaël qui est installé dans le public et qui va venir nous rejoindre.
chaud. Alors Gaëlle, qui est formatrice de français depuis 12 ans, vous avez confié à notre équipe que votre rencontre avec Gérard avait marqué votre carrière. Oui. Je comprends. Oui. Temps, hein. Ben, c'est un personnage un peu hors norme. Déjà, c'est le seul stagiaire qui a écrit un livre, que j'accompagne sur les plateaux télé aussi, il faut le dire. Non, et puis, il a une motivation, il veut apprendre toujours plus. Et ça, c'est vraiment particulier. Concrètement, en quoi consistait la formation de Gérard ? Donc Gérard avait une formation de 35 heures que l'on appelle intensive parce que 35 heures c'est dur, 35 heures semaine c'est compliqué au niveau de la concentration. Donc sur 4 mois. Donc 4 mois c'est long et en même temps c'est très court pour apprendre tout ce qu'il a encore à apprendre parce que je crois que ça sera sans fin de toute façon avec Gérard. Donc les cours consistaient en fait en des cours de français. Oral et écrit, surtout l'écrit. Il y avait aussi des mathématiques et de l'informatique. C'est un bon souvenir, cette formation ? Un moment inoubliable. Je n'oublierai jamais. Ouais. J'oublierai jamais. En fait, ce que vous aimez, c'est apprendre. J'adore ça, ouais. Qu'est-ce que vous avez dans la poche, là ? Ah, ça, c'est une petite surprise. Ah bon, d'accord. Très bien. Alors, la plupart de vos enfants vous ont accompagné aujourd'hui. Ils sont en coulisses. On les accueille ? D'accord. D'accord. Alors, on les accueille. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. C'est toute belle. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis vous serrez la main, là, tous les deux ? À des pigeons idiots. C'est comme ça. Comment ? Ah, c'est de la pudeur, là. C'est de la pudeur bretonne de se serrer la main comme ça, devant les caméras ? Ouais, je m'attendais pas à ça. Parce que ça faisait... Alors, il n'a pas de micro, Steven. Parce qu'en fait, tout était prévu. Il y en a un où ? Derrière. Alors, attendez, je vais aller chercher le micro. Hop. Derrière. Voilà. Merci. Alors, il n'était pas prévu que votre grand garçon, Steven, nous rejoigne et vous rejoigne. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus tous les deux ? Parlez dans le micro. Une semaine, ouais. Oh, ça fait pas très longtemps. Il est allumé, ouais. Une semaine, donc. Ouais. Et alors, donc, entre père et fils, vous vous serrez la main. Ça arrive, ouais. Pourquoi ? Trop de pudeur ? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du parcours de votre père ? Pourquoi vous êtes venu ? En fait, c'était pas prévu que vous veniez. Je voulais lui montrer qu'il n'était pas tout seul et que j'étais fier de lui, de ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Steven ? Là, j'ai signé un CDI. Dans quoi ? Dans une usine, Ouais. en tant que contremaître, Ouais. sur Saint-Paul-de-Léon, je sais pas si vous connaissez, en Bretagne. Ça n'a pas toujours été simple, les rapports entre vous ? On se voyait pas beaucoup, quoi. Ouais. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, maintenant, mais... Ouais. C'est vrai que c'était dur avant. Ouais. Pourquoi ça va mieux maintenant ? Pourquoi ? Parce que on arrive à discuter plus ensemble, on se comprend plus, et on peut faire plus de choses qu'avant. Est-ce que c'est lié au fait qu'il ait appris à lire ? Ouais, beaucoup. Hein ? Beaucoup. Ça a favorisé vos échanges ? Ouais. Énormément même. Gérard, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce fils aîné ? Que je l'aime énormément, mon fils. Je l'ai toujours aimé, malgré que je l'ai pas vu, je l'ai perdu pendant longtemps et je l'ai retrouvé il y a peu de temps. Et que je suis fier de lui, de toute façon aussi. Voilà. Cathy, est-ce que vous trouvez que le comportement de Gérard change au fur et à mesure de ses apprentissages ? Ah bah oui, mais non, il commence à s'intéresser à tous les devoirs des enfants. Il m'aide à remplir tout ce qu'il y a à faire pour les... Elle chante du Renaud aussi, elle ? Je ne sais pas qu'est-ce que je chante. Comment elle s'appelle ? Stella. Stella.
Tu chantes quoi, Stella? Tu veux pas me la chanter? Elle avait l'air jolie, cette chanson. Moi, je la connais pas. C'est quoi? C'est du breton? Hein? C'est du breton? Ah oui, oui, je pense que ouais. Elle apprend un peu de breton avec sa classe. Ouais. Ah d'accord. C'est joli, hein? Samuel, ce changement de comportement, comment vous l'interprétez? ça paraît assez clair, c'est-à-dire qu'on passe... c'est comme si vous aviez eu 2 vies, en fait. C'est comme si, avant, tout ce qui était échec, isolement, mésestime de soi, honte, devient l'inverse. La réussite, la confiance en soi, du coup, le plaisir des mots, on l'avait évoqué tout à l'heure. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui vous permettent maintenant de renaître, de vous valoriser à travers votre rôle d'époux, de père, et puis de personne qui sait faire des choses, qui sait lire, qui s'intéresse, qui a tout un univers à lui en plus, avec des peintures de guerre qui protègent, avec des toilettes à double... Enfin bon, tout un univers comme ça à vous qui fait que vous êtes une personne particulièrement originale et que vous semblez être effectivement beaucoup plus confiant que ce que vous avez dû être à une époque. Moins complexé. Voilà, tout à fait. Alors Cathy, vous nous avez confié que c'est grâce à Brian que Gérard a pu mieux appréhender qui il est vraiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, le lien entre les deux? Quand Brian est né avec des soucis, à 8 ans, il a été diagnostiqué dysphasique. Donc c'est un problème de langage, de compréhension. Et c'est pour ça qu'on se demandait pourquoi il n'arrivait pas à parler comme tout le monde. Et c'est héréditaire et c'est mon mari qui l'a transmis, cette dysphasie. Voilà. Donc en fait, vous avez réalisé que vous étiez vous-même dysphasique. Voilà. C'est quoi en fait la dysphasie, Samuel? Alors effectivement, c'est un trouble qui atteint les zones du langage dans le cerveau. Ça peut perturber donc la compréhension ou l'expression. Un exemple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la perte du mot, on recherche ces mots, comme si les phrases étaient des pièces de puzzle, qu'on n'arrive pas, non seulement qu'on n'arrive pas à bien agencer ensemble, mais en plus, il manque des pièces de puzzle. Donc ça peut être très compliqué d'échanger. Donc ce trouble ne touche que les zones du langage, mais le problème c'est que ça va perturber tous les autres apprentissages, puisque la plupart des apprentissages se font par le langage. Donc on peut donner l'impression qu'on est idiot, alors que c'est faux. C'est pas du tout, on n'est pas moins intelligent. En l'occurrence, vous avez décrit des situations qui montrent que vous êtes intelligent. L'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Par exemple, l'observation, le calcul, la logique, la culture générale. Tout ça, ce sont différents types d'intelligence. Et le langage, donc l'intelligence verbale, c'est une de ces formes d'intelligence-là. Et si on vous faisait passer un test d'efficience intellectuelle, vous seriez probablement dans la norme, peut-être même dans la norme haute. Mais il y a cette difficulté d'expression et de compréhension qui qui continue en fait à vous handicaper malgré tous vos progrès. Tout est clair, Gérard, ou il y a des mots que vous... Non, je comprends très bien ce qu'il dit. Aujourd'hui, ça a du sens pour moi. C'est beaucoup plus clair d'ailleurs, beaucoup plus fluide. Hein, si j'en prends un nouveau mot. C'est ça qui est formidable. C'est ça qu'on ne réalise pas quand même. Avant, j'aurais pas été capable de suivre. J'aurais baissé sûrement la tête en me disant non, je comprends pas. Faut que... Et le fait que vous ayez réussi, malgré ce handicap-là, justement, à jouer avec les mots, à prendre du plaisir, cet apprentissage du langage, alors que c'est beaucoup plus coûteux, ça demande beaucoup plus d'efforts, c'est beaucoup plus long. Généralement, quand on diagnostique ce type de trouble, les étudiants, par exemple, vont avoir une rallonge aux examens pour pouvoir le passer quand même dans de bonnes conditions. Mais on peut en venir à bout de ces troubles? En fait, on peut progresser, mais on peut pas, selon moi, ce que j'en sais, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment, d'où ça provient, etc. Mais a priori, on ne peut pas le guérir totalement. Mais on peut quand même s'adapter, on peut acquérir le langage, on peut... Et là, finalement, vous n'êtes pas très handicapé. Je suis la preuve que j'ai réussi, voilà. Je suis la preuve qu'on peut y arriver. Mais c'est beaucoup plus coûteux, ça vous a obligé à trouver des règles. Ça vous a demandé d'être très créatif, très persévérant. Et ce qui est vraiment très important... Pardon ? De trouver des techniques. Voilà, énormément de techniques. Donc là encore, on revient sur cette créativité, cette débrouillardise. Mais ce qui est très important surtout, c'est que ça ne rend pas moins intelligent. Vous n'êtes pas moins intelligent que les autres. J'aime, s'il te plaît. Alors, nous l'avons évoqué au début de l'émission. Cathy, vous êtes hélas porteuse d'une maladie génétique rare qui vous fait progressivement perdre la vue. Aujourd'hui, c'est donc à vous d'être soutenue par Gérard. On va regarder comment ça se passe au quotidien. J'aime, s'il te plaît.
Gégé, on a reçu du courrier. Tu vas m'aider, il y aura peut-être des trucs à faire, à remplir. Depuis que la maladie de Cathy a commencé à se développer, les rôles à la maison s'inversent. Qu'est-ce qu'il faut remplir alors? Ah, c'est celui-là. Ah, non, C'est un questionnaire. Gérard doit maintenant de plus en plus s'impliquer dans les tâches quotidiennes. Aujourd'hui, c'est lui qui remplit les papiers administratifs du foyer. Accès au droit, oui ou non? Oui. Je perds de plus en plus de ma vue. Mon champ de vision est très très restreint. J'ai que 10% seulement de vision. C'est dur de se dire qu'il y a 1 an, je pouvais faire des choses. C'est comme un deuil. Hein. Je suis de plus en plus dépendante de mon mari. Mais malgré la maladie, malgré tous les soucis, on s'épaule l'un l'autre. Elle m'a aidé pendant des années. Et aujourd'hui, qu'elle est dans la difficulté, c'est à mon tour de l'aider. Que ce soit à la maison ou pour faire les courses, désormais, Cathy et Gérard font tout ensemble. Bon, tu vas prendre l'eau? Je vais prendre l'eau et tu veux bien aller prendre des chips? Faire des courses, c'est assez stressant parce que je suis obligée de faire attention à qui y a autour de moi. Et je mets beaucoup de temps, je suis très lente. Du coup, Gégé, lui, il va très très vite. Il m'aide énormément. C'est bon, ma chérie, t'as trouvé de l'eau? Oui, c'est bon, t'as trouvé tout ce qu'il fallait? Moi. C'est bien. Et regarde, la tisane pour nous. La différence par rapport à avant, c'est qu'avant, je prenais n'importe quoi. Je lisais jamais. C'est de faire chier aujourd'hui de pouvoir aider ma femme, alors qu'avant, c'était elle qui le faisait. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir lui rendre l'appareil. Et en haut, là? Non, attends. Tomate grappe ici. Ah bah. C'est ça? Attends, c'est combien le kilo? 3,99 €. Bah voilà, c'est ça, impeccable. C'est bon, ma chérie? Ouais, c'est bon, là. Moi, c'est pas grave si on n'a pas tout pris. Hein. Non. On reviendra demain. C'est pas grave, je t'aime quand même. Bravo en tout cas pour votre courage, Cathy. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces mots de la bouche de votre mari? Ça fait du bien de se sentir soutenu. J'ai énormément épaulé et là, il prend le relais. Et on se complète de toute manière. Lui, c'est mon bras droit et moi, je suis son bras gauche. Et dans la vie, il y a des choses qui arrivent et je ne pensais pas que cette maladie allait évoluer comme ça. Et il est là pour m'aider. Voilà, il m'aide et c'est formidable. Voilà. Alors, Béatrice nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Béatrice. Alors, vous êtes la cousine de Cathy. Oui. Que vous inspire ce couple qu'ils forment tous les deux? Moi, je trouve que c'est une exception. Parce que, bon, c'est vrai qu'actuellement, les couples se séparent beaucoup. Hein, quand on voit le nombre de divorces, hélas. Et quand on voit Enfin, c'est un monde d'amour. C'est extraordinaire parce que autant Gérard a eu un handicap grâce à Cathy, il a réussi à surmonter son handicap et grâce à lui aussi, bien sûr. Mais Cathy, actuellement, a besoin de Gérard, a besoin de toute sa famille. Et moi, je trouve ça merveilleux. Mais tous les couples devraient être comme ça. Ouais. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Voilà. Il n'y a qu'à les regarder tous les deux. C'est un joli exemple de vase communicant, ce couple-là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Cathy, peut-être, pour la conseiller? Effectivement, il va y avoir probablement des étapes très difficiles à traverser. Vous l'avez dit, c'est comme un deuil. Donc, il y aura probablement du découragement, des moments qui vont... des épreuves très difficiles à traverser. Après, c'est vrai que vous êtes un couple qui est... On peut parler d'amour de bienveillance, c'est-à-dire qui est avant tout fondé sur le soutien, la tendresse, les ressources que vous pouvez être l'un pour l'autre. Après, est-ce que vous allez réussir à passer le relais, en fait ? C'est peut-être le tour de Gérard de devenir la personne qui va vous envelopper comme vous l'avez enveloppé avant. Et est-ce que vous allez réussir à passer le relais, justement, et à faire en sorte que ce soit Gérard qui prenne soin de vous ? Moi, ce que je voudrais, c'est que j'ai des professionnels qui m'aident, qui reconnaissent ma maladie, qui m'aident, si c'est possible. Comme ça, ça pourra déjà soulager Gégé. Et puis après, si c'est possible, d'avoir des spécialistes sur Paris qui pourront m'aider dans cette maladie. Voilà. Vous en avez rencontré des spécialistes? Non, pas encore. Alors moi, je vais vous donner le nom d'un spécialiste, alors. Oui, ça serait pas mal, ouais.
Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une maladie qu'on arrive à prendre en charge quand même, sans vraiment encore arriver à guérir. Je crois qu'il y a des prises en charge efficaces. Et l'argent des Français pour le Téléthon a démontré son efficacité, en tout cas pour votre maladie. Si c'est possible que je puisse voir ce docteur-là ou ce professeur, je ne sais pas. Ça serait fabuleux. On va s'en parler hors antenne. Gérard, avant de conclure, je crois que vous aviez une petite surprise pour Cathy. Alors j'ai voulu faire une petite surprise avec pour toutes ces années où elle m'a aidé. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai pu lui écrire un petit poème. Bon, elle pleure déjà, Cathy. Je n'ai pas entendu le poème. Alors, ce poème-là, je l'ai intitulé « Garde le sourire ». Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a écrit pour moi. Mon amour. C'est mon amour qui m'a donné l'espoir, l'envie d'apprendre, l'envie d'aller plus loin. C'est mon amour qui a su m'émerveiller par sa patience et son dévouement. C'est mon amour qui, par ses connaissances, m'a fait voyager à travers le monde. C'est mon amour qui m'a donné de beaux enfants, à mon tour de lui transmettre mon savoir. C'est mon amour qui, un soir de doute, a écrit en rouge et en grand sur le plafond de notre chambre « Gérard, garde le sourire. Cathy, mon amour. » Bravo. Bon, c'est touchant. C'est mon premier poème. C'est son premier poème pour vous, hein? Oui, tout à fait. Écrit par lui, lu par lui, quelle victoire ce doit être? Ben ouais, quand on n'a jamais, quand on a commencé à apprendre à faire de l'ordinateur, à commencer à découvrir les mots, à écrire, à les emboîter les uns dans les autres et former une phrase et un jour de pouvoir le mettre sur papier, ça a été un long combat, un long défi. Eh ben, écoutez, je crois que vous êtes peut-être aujourd'hui la plus belle publicité existante en faveur de la langue française. On voit à quel point la langue est importante et nous permet d'échanger, de tisser du lien avec les autres et de voyager à travers les livres et d'assouvir sa curiosité. Ouais. Tout ça grâce aux mots et à la langue. Merci d'être venu nous voir. Bravo Gérard pour ce parcours. Vous êtes extrêmement touchant. Merci. Là, il est un peu à l'envers, mais voilà, c'est pour ta maman, en fait. Alors, merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à Samuel de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminin chaque fin de semaine. Et pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes pour reprendre des nouvelles de Gérard et Christine. Ils ont tous les deux vu leurs enfants se radicaliser avant de partir en Syrie. A tout de suite. Merci. Tout à l'heure, dans l'histoire continue, Gérard reviendra nous donner de ses nouvelles. Et nous découvrirons aussi l'histoire inédite de Christine. Je suis allée au commissariat de police. On m'a certifié qu'il était plus à Paris et qu'il avait quitté le territoire, probablement à destination de la Syrie. Nicolas, c'est le premier Français qui va mourir en bombe humaine, en fait. Il va monter dans un camion bourré de dynamite et c'est lui qui va se faire exploser. Des parents et des familles ordinaires qui n'auraient jamais imaginé être un jour confrontés à une telle épreuve. Et je me demande toujours comment ça a pu se passer tout ça. C'était tellement aux antipodes de ce qu'est notre famille et de l'éducation que je lui ai donnée que c'était vraiment complètement inconcevable et je me suis dit que c'était un coup de tête. Face au départ de son fils en Syrie, Christine est totalement démunie. Et sur notre plateau, Gérard tentera de lui apporter conseils et réconfort. Ce dont on a besoin, c'est de trouver les mots qui vont pouvoir toucher son fils, des mots qu'elle n'a pas et que je n'avais pas à l'époque. Assassinat et prise d'otages. 8 détenus se sont enfuis de la prison de Clairvaux cet après-midi. Ils étaient armés. Un gardien et un détenu sont morts. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Vous étiez surveillant à la maison d'arrêt de Clairvaux. Je vois un type qui était pas plus grand que moi. Je suis pas grand, mais il était encore plus petit. Il me saute dessus, il m'emmène. Je vois trois
collègues qui étaient aussi pris en otage. Je suis rentrée dans ma voiture, je me suis penchée dans mon sac pour prendre mes lunettes et à ce moment-là, un homme m'a mis un couteau à côté de la gorge. Il m'a dit maintenant direction Rouen. Un matin de juillet, j'ai été réveillé brutalement par 2 individus qui sont venus me pointer un pistolet au fond de mon lit. J'ai vu le deuxième individu qui allait au fond du couloir dans la chambre de ma fille. Nos invités ont bien cru mourir. Il tue le surveillant. 1, 2, 3. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui ai dit, t'as peur, toi? Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Alors là, il y a un type qui m'a braqué avec le magnum, là. Il dit, toi, tais-toi ou je te bute. Presque arrivé à Rouen, il a sorti 3 cachets qui m'a tendu. J'ai dit non, j'en veux pas. Donc là, il a ressorti le couteau. Je savais pas ce que j'allais devenir. Il y avait quand même ma vie en jeu. J'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine. Ils vous ont enfermé dans la cave. Ils m'ont enfermé dans la cave. Tout ça, ne sachant pas ce qu'il avait fait de ma fille. Un souvenir qui a laissé beaucoup de traces. J'ai fait une dépression, les crises de tétanique ont commencé, je suis toujours sur mes gardes. J'ai depuis des nuits, je dirais, perturbées, j'ai eu du mal à me remettre surtout vers ma fille. C'est marqué, il n'y a rien à faire. Toutes les images reviennent. Vous y pensez tous les jours? C'est en permanence. Un copain tué, 8 gangsters qui s'évadent, ça c'est quelque chose qui reste à vie. On est tatoué de l'intérieur.